Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Le merveilleux, c'est une arme de construction massive. Mathias Malzieu. Merci d'être avec nous dans ce Loft Musique en ce dimanche. Nous allons parler chansons, nous allons échanger, nous allons permettre des rencontres puisque nos deux invités ne se connaissaient pas avant d'entrer dans son studio. C'est souvent le cas dans cette émission qui relie en tout cas les personnes que nous accueillons autour de la musique. C'est le cas de Mathias Malzieu, le chanteur emblématique de ce groupe également très connu, Dionysos. I follow you, deep sea baby. I follow you. I follow. Mathias Malzieu qui est avec nous ce soir, cet après-midi plus exactement dans le Loft Musique, et également avec nous celle que vous connaissez toutes et tous, qui n'est pas directement chanteuse mais qui va nous parler aussi de chansons et également de son actualité, riche au théâtre de Passy. Elle s'appelle Véronique Geneste. Bonjour. Comme une histoire d'amour. Qu'on s'est fait ensemble, c'est comme une histoire d'amour où ça y ressemble. Et bonjour Véronique Geneste. Ah, c'est drôle que vous me ressortiez ça. Oui, parce que je disais que tu n'étais pas chanteuse, mais tu t'es adonnée quand même, tu t'es essayée à la chanson avec ce titre-là, qui, rappelle-moi ce que c'était que ça. C'était un titre avec Michel Fugain, il m'a appelé, il avait envie de le faire avec moi, on l'a fait je crois en je sais plus quelle année. En 91 peut-être. En 90, on me 90, oui, Max c'est ça. me dit. Juste avant que je fasse Julie, effectivement. Ouais, Julie Lescaut, évidemment, parce que Julie Lescaut a été vraiment ce personnage qui t'a rendu extrêmement populaire, hein, qui t'a fait découvrir du grand public, et qui a marqué un déclic dans ta carrière. Il y a avant et après Julie Lescaut. Ouais, la carrière avait pas mal commencé, effectivement, mais ça a été un vrai second souffle, un vrai second déclic, je dirais. C'est ça. Et qui après donne des moyens. En même temps, c'est paradoxal, c'est gros succès. En même temps, ça enferme un petit peu, puis en même temps, ça libère. Voilà, exactement. Entre les deux. Oui, c'est vrai. Ça empêche, je dirais, certains accès parce que les gens ont plaisir à vous cantonner dans quelque chose et à vous mettre dans des cases. Et puis en même temps, ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre les portes de la production et de plein d'autres possibilités. Donc c'est de toute façon formidable. Et ça te conduit dans ce brillant parcours au théâtre de Passy en ce moment, dans cette pièce qui s'appelle Les Révélations. On a tous un jardin secret. Voilà, c'est ça. Avec un mec qu'on aime beaucoup ici et pas qu'ici, qui s'appelle Daniel Russo. Oui. Souvenez-vous de Toc Toc, cette pièce brillante de Baffy dans laquelle il incarnait ce personnage, ce chauffeur de taxi. Et là, il est avec toi dans Révélation. Quel est le pitch de cette pièce alors, Véronique Geneste? Le pitch est assez simple. C'est un peu comme quand on parle d'histoire d'amour, mais là, le pitch, c'est une famille qui se réunit parce que la fille veut leur faire une révélation. Et finalement, on va se rendre compte que chacun a un jardin secret et que chacun va y aller de sa révélation plus étonnante les unes que les autres, avec à la fin, voilà, je veux dire, je ne veux rien dévoiler, mais drôle, les révélations sont drôles, étonnantes, actuelles. Ouais. Les gens hurlent de rire parce que c'est surtout les personnages aussi, la façon dont ils les reçoivent, ces révélations, la façon dont ils les détournent, la façon dont ils les acceptent ou pas, qui est extrêmement drôle et c'est très bien écrit. Qu'est-ce qui déclenche l'envie de jouer dans une pièce, Véronique, quand on a beaucoup de propositions, ce qui est ton cas? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le casting, c'est le scénario, c'est un peu tout des deux, c'est quoi? C'est d'abord l'envie de théâtre. Moi, pendant quelques années, là, j'ai beaucoup tourné. J'ai beaucoup moins envie de tourner, en tous les cas, que des choses très exceptionnelles. Et puis, et le théâtre, c'est vraiment un retour aux premières amours. Donc, beaucoup de théâtre. Donc, en fait, moi, pendant 2 ans, là, je m'étais pas mis sur le marché parce que je faisais un festival encore. J'avais beaucoup de choses à faire différentes. Et là, je me suis remis sur le marché. J'ai appelé Daniel, parce que c'est un ami. Il m'a dit, je fais ça en ce moment. Il m'a envoyé la pièce. J'ai trouvé drôle. J'ai dit, tiens, je veux bien. C'est aussi simple que ça, c'est en fait. Finalement aussi simple que ça. C'est beaucoup de chance que ce soit aussi simple que ça. Mais oui, c'est vrai, absolument. Et voilà, je me suis remis sur le marché. J'ai plein de projets qui sont tous aussi formidables les uns que les autres. Et cette pièce, par contre, je crois que c'est pour l'instant la pièce la plus drôle et la plus formidable que j'ai jouée. Oui. Elle est vraiment formidable. Oui. La pièce en elle-même est vraiment super et le personnage merveilleux. Elle est au théâtre de Passy. C'est une pièce de Jean-Éric Biel qui est mise en scène par Arnaud Lemort et qui partira évidemment en tournée après cette session au théâtre de Passy. C'est actuellement du mardi au dimanche, du mardi au samedi 21h et le dimanche à 17h. Exactement. Exactement.
Et puis nous allons accueillir, et il arrive dans quelques secondes, Mathias Malzieu, ce chanteur emblématique du groupe Dionysos, pour leur actualité. Ça s'appelle l'Extraordinarium, et ça reprend, ça revisite en fait toute l'œuvre de Mathias Malzieu, cinématographique, littéraire, musicale. On écoute un extrait justement de ce titre dans lequel il invite M. Ça s'appelle Song for Jedi et c'est Dionysos et M, extrait de l'album L'Extraordinarium. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. Électrocuté souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
Dionysos et M, Song for Jedi. Mathias Malzieu qui va être avec nous dans quelques secondes, extrait de son album L'Extraordinarium. Je crois que je vais y avoir du mal avec ça toute l'après-midi. Tu me disais, Véronique Jeunesse, que c'était drôle. Non, mais je trouvais qu'il y avait un mélange entre le Jedi, la Grèce, le Rome. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très éclectique, quoi. On va parler de cet univers de Dionysos et de Mathias Malzieu, absolument merveilleux, justement, au premier sens du terme. Je citais Mathias en disant que le merveilleux, c'était une arme de construction massive, et c'est toute sa démarche d'artiste, se créer cet univers onirique qui fait échapper de la réalité et qui sauve, quelquefois, certaines existences un peu compliquées. Quelle était la raison pour toi du théâtre, de l'artiste que tu es, Véronique Jeunesse? Qu'est-ce qui a déclenché ça, en fait? Est-ce que tu le sais? Écoute, je crois que c'est depuis que je suis née, cette envie de m'exprimer à travers des textes, à travers des histoires, à travers l'imaginaire. Je crois que j'ai jamais fait différent. Quand j'étais petite, j'apprenais des poésies le soir dans mon lit. J'aimais me les réciter. J'aimais les réciter à mon père quand il rentrait. J'aimais faire le théâtre de marionnettes depuis toute petite. Enfin voilà, c'était vraiment un univers comme ça, l'univers de l'expression et corporelle et mentale. Oui. Quand tu me cites ces exemples-là, que tu me parles de ça, de ces déclencheurs, tu parles quand même de la petite enfance. Ça veut dire que finalement, on reste tout le temps enfant quand on fait ça. Il y a un truc très ludique et très puéril. Ah oui. Pour moi, jouer, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. On joue à être, on joue à faire paraître l'imaginaire, on joue à s'explorer, on joue à explorer le temps, les êtres, tout ce qui est autour de nous. Et on reste petite fille au fond de soi, en fait. Ah mais il faut être totalement Tu es une enfant. petite fille, Véronique Jeunesse. Moi, je suis une enfant totalement. Ça veut dire quoi, être une enfant au quotidien? Mais ça veut dire être une enfant, c'est-à-dire c'est pas se rendre compte du risque qu'on prend déjà. Ouais. C'est avancer dans la vie comme ça, sans réelle peur et moi je dirais, pour moi c'est sans se regarder surtout. Oui. C'est sans avoir peur du jugement. Les enfants, ils ont pas peur du jugement. Oui, mais après il y a un côté plus embêtant dans la façon peut-être d'être trop immature ou inconscient quelquefois de la vraie vie. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont beaucoup plus matures que les adultes. C'est pas faux. Moi, je me sens pas du tout immature. Je me sens enfant dans l'âme. J'ai gardé mon âme d'enfant dans le sens que j'aime jouer avec les mots, j'aime jouer avec le temps, j'aime jouer avec la vie, et j'aime le risque. Ouais. Alors, tu as choisi quelques chansons justement qui ont rythmé ton parcours et ta vie, et quand on te demande quelle chanson d'enfance tu as envie d'écouter aujourd'hui avec nous sur Sud Radio, tu réponds ceci. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. Un nounours, il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le Jerko Palladium. Ah, c'était bien. Les élucubrations d'Antoine, c'est le premier succès du chanteur en 66. Ah, c'était une révélation, ça, quand même. Et ouais. Ah, vraiment, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui te plaisait dans ce titre? Mais parce que c'était joyeux, c'était enfantin, c'était rigolo, c'était gai, on dansait comme des fous. Nous, on avait Claude François, on le jouait extraordinaire, c'est beaucoup plus structuré. Et là, c'était des élucubrations, effectivement. Et ce mec à cheveux longs et tout ça qui nous parlait en fait de choses qui étaient presque un petit peu osées finalement pour l'époque. C'était très très subversif, c'était très amusant. Tu as ce côté aujourd'hui subversif justement, Véronique Jeunesse. Tu es quelqu'un qui ouvre sa bouche, sa gueule, qui dit des choses justement. Ça a toujours été le cas ou c'est arrivé, je veux dire, avec l'expérience, pour pas dire avec l'âge? Ça a toujours été le cas. Je pense que je suis déjà fait l'école. J'étais réputée comme effrontée, baisser les yeux, mademoiselle. Je me dis pourquoi. C'est vrai? Ouais, parce que j'estimais que j'avais autant le droit de parler qu'elle et que moi j'ai toujours été comme ça, mais respectueuse quand même des professeurs, mais surtout un sentiment de justice très très profond. Ouais. Fallait surtout pas m'accuser de quelque chose que j'avais pas commis ou quelque chose qu'on avait mal compris de moi. Donc je ne lâchais jamais le morceau. Donc je me faisais jeter dehors et tout, et je revenais par la fenêtre. Enfin, voilà. Est-ce que finalement ce rôle, Julie Lescaut, est presque le rôle d'une vie, c'est-à-dire que c'est le tube vraiment, on le disait, qui t'a identifié auprès du grand public, qui te correspondait. C'est Nana d'abord, hein. Oui, Nana de Zola, évidemment, la mini-série de plusieurs. Série, oui. Absolument, où tu incarnais Nana. Ça, c'était avant, évidemment, Julie Lescaut. Je réduis pas ta carrière à Julie Lescaut, mais je veux dire qu'il a été un rôle quand même très marquant pour toi. Ah, oui. Est-ce qu'il te correspondait? Est-ce que le personnage de Julie Lescaut était très lié à ta personnalité propre, en fait? Au début, il ne me correspondait pas parce que c'était une femme dans un bureau, en jupe. Je suis sûre que c'était pas du tout Julie Lescaut dans le premier roman, mais à partir du moment où on m'a choisi pour le faire et qu'on a choisi Caroline Huppert, qui était une grande pote à moi, je veux dire, on a pris la chose en main et on a tout transformé.
transformé. Oui, et pour que ça soit de proche de toi. Voilà, et à partir de là, on m'a surtout laissé les rênes. Le producteur, qui était quelqu'un de très intelligent, Jean-Pierre Guérin, et qui avait compris que je pouvais apporter des choses aussi, il m'a laissé les rênes. Et quand tout à coup, José Dayan a fait le troisième, je crois, Caroline a fait le deux premiers, quand José Dayan a fait le troisième, moi, à un moment, je lui dis, mais attends, regarde, on m'amène des mules avec du machin, une sorte de... Et je dis, pourquoi pas des fanfrelas, des fanfreluches. Elle me dit, mais tu veux t'habiller comment? Je dis, mais moi, pour dormir, elle a un grand t-shirt, elle a des charentaises, enfin, tu vois, je veux dire, c'est... Voilà, quoi, ou une chemise d'homme. Elle fait, mais vas-y, fais. Et donc, quand on m'apportait des... Voilà. Et en fait, après, donc, on m'a laissé, moi, apporter à ce personnage ce que je voulais. Alexis Lecaille, quand je disais, mais ça, tu sais, ça serait bien quand même de faire ça. Bon, il me disait, comment tu ferais, toi? Puis on le réécrivait et c'était bien, quoi. Et tu as choisi une chanson d'amour, ceci, Véronique Geneste. Et que je t'ai cherché partout, à en boire toute l'eau des rivières pour voir le fond, et pour en soulever les pierres, couper les arbres des bois pour voir plus loin, entre New York et Versailles. Je veux pas que tu t'en ailles. Qu'est-ce que c'était beau, ça. Beau. 77, c'est sorti. Michel Jonas. Alors que nous accueillons notre ami Mathias Malzieu qui vient dans ce studio de Dionysos pour parler avec nous, échanger. Pourquoi, ma chère Véronique, alors, ce choix de Jonas? Parce que, voilà, tu te mets là, mon Mathias, peut-être, on fait comme à la maison. Non, tu te mets là, Mathias, excuse-moi, pardon. Que Jonas, ça a été... Parce que moi, c'est des chansons qu'on marquait. Des chansons d'amour, pour moi, comme celle de Brel, c'est une chanson qui a marqué son époque. Je veux pas que tu t'en ailles. C'est un tellement beau cri d'amour qu'on a tous été ébranlés par cette chanson et qu'on a tous hurlé. On se l'est tous hurlé quand moi j'avais 18 balais. Je veux pas que tu t'en ailles. J'aurais adoré qu'un mec me hurle. Je veux pas que tu t'en ailles. Qu'il allait tout casser pour moi, tout transformer, la vie. Attends, moi j'attendais que ça, le prince charmant. C'était ça, non? Bonjour Mathias Malzieu. Je veux que tu t'en ailles. Je veux que tu t'en ailles. Oui, c'est ça. Quelquefois aussi, ça se dit dans ce sens-là. C'est marrant clair. Aussi, parfois, pour faire des chansons. C'est marrant aussi. Alors que Véronique Geneste, par exemple, on accueille Mathias, voilà, il n'y a jamais de hasard, il arrive juste au moment de la chanson d'enfance et de la chanson d'amour. Lui, sa chanson d'enfance, c'est ceci. Très loin dans l'espace, la C'est Goldorak. Bah oui. On est raccord parce que on n'est pas de la même génération. À ta boutonnière, effectivement, il y a c'est quoi, Goldorak? En fait, je vois pas bien. C'est un pins de Goldorak. C'est ça. On est raccord. Le générique de Goldorak, c'était en 80. Quand tu le réécoutes, tu te souviens de quoi? Tu as des images qui viennent, Mathias Malzieu, avec ça? Oui, j'ai un parfum de popcorn salé et de grenadine. D'après les cours, de ce moment où on est censé tout de suite aller faire les devoirs, mais qu'en fait non. Et qu'on regarde Goldorak. Et moi, Goldorak, c'était presque un stress joyeux, c'est-à-dire que j'avais vraiment peur pour lui. Et puis après, j'allais aux toilettes pendant Watou, Chapi Chapeau. Et après, mon petit frère, et après, j'allais voir Candy avec ma sœur parce qu'elle supportait Goldorak pour moi. Et moi, je devais supporter Candy et son terrible capucin. À t'as l'âge de mon frère, c'est évident. Ben voilà. Mon plus jeune frère, La vie est dure, l'enfance est dure quelquefois. Mathias Malzieu, qui sera, tiens, je le dis au passage, parrain de la 17e édition du prix Nougaro, auquel vous pouvez vous inscrire, un prix de révélation par la région Occitanie. Et puis, nous parlons de cette fête de Dionysos aux 30 ans de leur parcours avec cet album. Alors on parle pas de best-of, on parle d'œuvres augmentées d'inédits et de cadeaux que font Dionysos à leur public. Sous la houlette de Mathias Malzieu, qui est, outre le chanteur que l'on connaît, un magnifique auteur, un magnifique romancier, réalisateur, qui exprime en fait voilà, son discours par des palettes différentes qu'il réunit finalement à travers Dionysos sur ce coffret magnifique qui précède une belle tournée. Comment on résume en fait, parce que c'est toujours compliqué quand on résume le parcours, l'œuvre de Mathias Malzieu, il y a tellement de choses. Comment d'une phrase simple on peut résumer finalement cet objet, Mathias Malzieu? C'est un univers gourmand,
C'est comme si vous aviez une série avec des spin-offs, des séries, des saisons différentes, et que là, on avait tout regroupé et tout retourné avec des nouveaux comédiens. Les nouveaux comédiens, c'est un peu nos invités. Ouais. Alors de Kerenan à Mathieu Chédid, en passant par... On écoutait tout à l'heure le retour du Jedi. Super, avec il y a plein de gens qu'on adore. C'est que des histoires évidemment artistiques, mais humaines aussi. Ouais. Et puis c'était l'idée, effectivement, pour les 30 ans, de faire la bande originale de tous mes livres. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait des chansons qui se connectaient à mes livres. Et là, je me suis amusé à faire ce qui se passe avant et ce qui se passe après tous mes livres. Ouais. Et j'ai relié tout ça dans un livre qui s'appelle aussi L'Extraordinarium. Et après, j'ai dit aux copains, il y a toutes les chansons qui émaillent ça, et c'est les 30 ans de Dionysos, on va pas juste mettre des QR codes ou des liens intertextes, ce serait dommage. Oui. Pourquoi pas réenregistrer les chansons avec des copains? Et du coup, j'ai tout lié, je me suis armé d'une timeline de 1860 à 2022, des paroles de chansons, d'arbres généalogiques de personnages, de nouveaux personnages, de nouvelles... T'as bossé la nuit, entre minuit et 5 heures du matin. Voilà, c'est ça. Des nouvelles, j'ai fait des liens, j'ai fait des nouvelles chansons pour les nouvelles histoires, qui sont les nouvelles histoires, et les chansons qui datent d'avant Monsters in Love, d'avant 2006, avant que j'écrive vraiment des romans, oui. Et bien en fait j'en ai fait un petit jeu littéraire et je les ai glissés dans les nouvelles histoires. Ce qui fait que je me suis amusé à faire une espèce de jeu de pistes, oui. Et que maintenant je propose au public et qui va se cristalliser avec la tournée. C'est-à-dire qu'en fait on ouvre une malle en fait et on découvre tout l'univers de Mathias Malzieu, les personnages, les images. C'est Toy Story, absolument. En parlant de ça, j'ai dit le retour du Jedi, mais c'était Song for Jedi. Ça a fait marrer Max tout à l'heure qui se fout bien de moi. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. On se retrouve juste après ça avec Mathias Malzieu et Véronique Jeunesse. Ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Il était comme ça. Oh, 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 Don Diego de Mille. Oh, 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 Don Diego de Mille. Oh, oh, oh. Nous parlons des 30 ans du groupe Dionysos qui revient à ses premiers amours rock'n'roll avec notamment Mathias Malzieu dans ce Loft Music et puis Véronique Jeunesse. Mathias qui est en tournée avec les Dionysos par exemple le 13 février prochain au Paloma de Nîmes et puis une belle tournée qui va passer par le Bikini à Toulouse au hasard, le Zénith de Paris le 4 avril prochain ou encore l'aéronef de Lille, ce sera le 9 avril. C'est de belles tournées. Et puis Véronique Jeunesse qui est sur la scène du théâtre de Passy avec Daniel Russo notamment, avec Édouard Collin et Messaline Paillet. Pour Révélation, on a tous un jardin secret. C'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. Écoutons quelques extraits de cet album, L'Extraordinaire. J'y suis pas encore arrivé une seule fois depuis le début de l'émission. On a fait un concours avec les invités. On a fait une petite vidéo comme ça qu'on a mis sur les réseaux. Tout le monde se plante, tout le monde se plante. Ah, donc là, tout va bien. Tu me rassures, Mathias, merci beaucoup. Et on va écouter par exemple, Dionysos et Last Train, Giant Jack, le fameux. Là, on est dans une esthétique très rock pour le coup. Elle était comment cette esthétique au tout début des 4 garçons que vous étiez, des 4 Valenciennois, comment on dit Valentinois. Sinon c'est Valenciennes. De Valence, absolument, ouais. En Espagne. Tu es de Valence. Elle était comment au tout début cette énergie quand vous démarrez sur les trottoirs de Valence? Elle est très rock. Elle est très rock indé américain. Ouais. On découvre un peu la musique par Nirvana. Ouais. Donc c'est les Pixies, c'est Sonic Youth, et en même temps il y a toute une culture plus folk qui arrive notamment grâce à l'Unplugged de Nirvana où on découvre le blues du Mississippi. Ouais. Par Led Belly, on découvre Bowie. Moi je découvre Bowie par Nirvana. Ouais. Avec The Man Who Sold the World. Donc c'est toute cette culture là qui du coup de Bowie on va jusqu'au Velvet, Lou Reed, les années berlinoises, toutes ces choses là, le folk, un rock'n'roll assez indépendant, mais avec des vraies mélodies pop quand même. Ouais. Et puis un grand fantasme de choses assez cinématographiques quand même. Ouais, c'est ça, dès le départ en fait. Ouais. Mais quand on parle de ça, on parle de toi, on parle le groupe Dionysos, évidemment, avait ces mêmes désirs d'image et de cinéma? Ou c'était vraiment toi qui a impacté ça? Non, je pense qu'on a grandi un peu ensemble. Ouais. Et que on avait un pot commun de références. Ouais. Et ensuite chacun en amenait d'autres.
Et c'est en discutant, en étant d'accord, pas d'accord, en se faisant découvrir des choses que ça a cheminé depuis 30 ans. Mais Mike, notamment Mike et Babette, t'es très branché cinéma aussi. Rico, t'es plus sur le côté rock, un peu plus direct. Et du coup, ça crée des décalages intéressants, quoi. On parle d'image, en fait, qui vous réunit, c'est finalement l'image, Véronique Chenest. On est en train de séparer la musique de l'image, du cinéma, etc. Or, pour moi, c'est un tout est lié. Bien moi, sûr. Il incarne parfaitement ça, Mathias. Qui chante, c'est un acteur, quelqu'un qui est un acteur, il peut chanter, et même s'il n'a pas une voix extraordinaire, je veux dire, tout ça, c'est une question d'expression et de façon de le véhiculer. Et après, je trouve tout ce qui est de l'art, comme ça, de scène, et c'est un vase communicant, il n'y a pas l'un sans l'autre. Tout à fait. Qu'est-ce que on parle de rock avec Mathias, qu'est-ce que représente le rock pour toi, Véronique Chenest? Le rock, moi, c'est là aussi le rock d'avant, voilà, mais moi, j'étais très copine avec plein de rockers, donc qui par exemple rocker Calfon, il m'a emmené un peu partout. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai fréquenté beaucoup de gens et je suis très éclectique et je suis pas une spécialiste musicale du tout. Moi, j'aime le classique, j'aime les chanteurs classiques, j'aime le rock, mais j'aime le rock américain. Je suis moins métal, moi, je vous l'avoue. Je suis moins rap aussi. Mais je me suis un petit peu arrêtée à un rock peut-être plus classique et plus voilà. J'aimais bien Bachung. Il y avait des choses que je trouvais très rock. Nous, on a fait un duo. On a fait un duo avec Bachung. Bien sûr. Sur la mécanique du cœur, il est venu interpréter Jack l'Éventreur. Et il a fait déjà, ça à merveille. Qui était déjà ce même concept depuis le tout début, de l'aventure de Dionysos et de Mathias Malzieu. Il y a ces vies de personnages qui restent et qui vivent avec toi tout le temps, d'ailleurs, Mathias. Au quotidien, tu vis avec tous tes personnages. Ah oui, c'est sûr que... Ils grandissent avec toi. C'est vraiment ce qui s'est passé, en fait, sur ce livre. C'est-à-dire que, vraiment, on parlait de Toy Story tout à l'heure, c'est comme si j'avais rouvert une malle et que je m'étais amusé à rejouer avec des personnages en chanson et en histoire. Et c'est vrai qu'ils évoluent, ils vieillissent avec moi. Et je me suis même amusé pour une plateforme qui s'appelle Kessel.fr à faire des interviews de mes personnages, comme si j'étais un journaliste. Et j'interviewe mes personnages et c'est très amusant à en faire parce que, en fait, c'est le principe du changement de point de vue. C'est ce qu'on fait tous quand on essaye de penser un peu contre nous-mêmes et qu'on essaye d'être encore en démocratie, de se parler. Mais artistiquement, pourquoi un groupe dure 30 ans? Forcément, on n'est pas toujours d'accord. C'est comme une famille ou un couple. Mais oui, tant mieux. Et tant mieux, c'est ce qui crée de la stimulation. Mais quand on arrive à changer de point de vue, qu'on est encore un petit peu en mouvement, il y a encore des étincelles possibles. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un merveilleux départ de film, ce que tu viens de raconter sur la malle. Mais justement, La mécanique du cœur, qui est un roman de Mathias Malzieu, a été adapté au cinéma et est devenu Jack et la mécanique du cœur, produit par Luc Besson, film d'animation qui est issu directement du travail de Mathias, qui a une écriture effectivement très cinématographique, et c'est pas par hasard, puisqu'en fait, toi, tu décides de cette écriture-là, finalement. Tu t'es pas rendu compte qu'elle était comme ça, c'est que ton profil et ton parcours amènent cette écriture, parce que tu aimes autant le cinéma que la littérature, en fait. C'est même les trois, c'est-à-dire les trois et la chanson, la musique, la chanson, la littérature, effectivement. Et là, je vous rejoins. Pour moi, je ne mets pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on va pas être plus heureux qu'un coureur de marathon gagne les Jeux Olympiques qu'un coureur de 100 mètres. Et pour moi, celui qui sait faire le bon poème ou la bonne chanson, c'est le coureur de 100 mètres. Et le marathonien est plus celui qui écrit le roman ou fait le long métrage. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. C'est des muscles créatifs différents qui travaillent. Et c'est une chance et un privilège pour moi, en tout cas, d'essayer de tous les exercer et de m'y confronter. Véronique Chenest, on a peut-être une imagination plus débordante quand on est artiste, ou au fil de toutes les expériences qu'on a artistiquement. Est-ce que finalement l'imagination, c'est un muscle qui peut se travailler? Oui, je pense. Je pense que pour que le muscle de l'imagination travaille, il faut avoir déjà envie de le faire travailler. Parce qu'on peut aussi s'arrêter d'imaginer en voulant être trop pragmatique ou en se laissant trop submergé par tout ce qui se passe autour. Donc, et c'est comme l'humour, je dirais. C'est comme l'humour, c'est comme tout. C'est comme la mémoire. Tout se travaille, tout est un muscle et tout est une façon d'avoir envie de se plonger dedans. Quand on a envie de voir avoir envie de le voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que inverser les propos. Se dire, j'ai envie, il faut que je ramène ça à l'humour. C'est une autre façon d'aborder la vie. C'est une philosophie, je pense. Oui, certainement. Et pareil pour tout. C'est-à-dire, et l'imagination, tout le monde en a, de l'imagination. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui s'en empêchent parce qu'ils s'auto-censurent.
et ils pensent toujours être ridicules dans leur imagination. Donc ils l'ont oublié, mais tout le monde en a à la base. T'es d'accord avec ça, Mathias? Il y a des gens qui s'interdisent des choses, qui se censurent là-dessus. Je suis complètement d'accord avec ça, surtout que effectivement en tant qu'artiste ou artisan, peu importe, on le muscle cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui effectivement a la possibilité d'imagination et la possibilité d'humour. D'ailleurs, une métaphore et une blague fonctionnent avec la même mécanique, même si elles ne sont pas trempées dans le même bain révélateur. C'est une façon de regarder le monde un peu avec un regard en biais. C'est le pas de côté de la littérature et c'est la fameuse contre-allée. On parlait de Bashung tout à l'heure, la contre-allée de Aucun Express de Bashung. C'est la façon de regarder le monde un peu autrement. Justement, dans le livre de l'Extraordinarium qui est donc lié à ce disque-là, à un moment donné, il y a un docteur qui trouve une molécule qui s'appelle l'humuroïne. Et l'humuroïne permet aux gens de se prendre un tout petit peu moins au sérieux. Le problème de cette molécule, c'est qu'elle ne marche pas sur les cons. Tu l'as fait tester. Ça s'appelle des livres, des disques et des films. Tout simplement, et la curiosité. Et rencontrer et se parler. Absolument. Dans cet album, il y a également le fameux Vampire de l'amour avec Aldebert et Dionysos. Vampire de l'amour. Vampire de l'amour. Vampire de l'amour. Et puis dans cet album, il y a des inédits évidemment, parce que voilà, ça pouvait pas être autrement. Il fallait des cadeaux, des chansons qui étaient inconnues jusque-là. Par exemple, ce titre inédit avec Daria Nelson et Dionysos, Le cinéma de nos rêves. Je veux vivre avec toi, aller au cinéma, T'enrouler dans mes bras jusqu'à Bora Bora. Oui, je veux vivre sur l'île. Cinéma de nos rêves. Tu disais, Véronique Jeunesse. Anachronique, cette chanson au milieu de tout ça, mais c'est bien. C'est vrai, oui, c'est en vrai. fait, il y a 4 faces. Il y a 4 faces. Il y a une face très rock, une face un peu plus électronisante, mais très rock aussi, une face folk, et ça, c'est la face cinéma. Exactement, parce que on est dans un film de cinéma d'ailleurs. Complètement. On est dans un. Là, on est dans la musique de film. Gene Kelly. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, vraiment l'idée. 7 romans, 10 nouvelles inédites, les bonus dans cet extraordinarium pour ce qui concerne Mathias Malzieu. Et puis ces personnages qui finalement vivent tantôt dans les chansons, tantôt dans les romans, un petit peu partout. Dans cette malle, en fait, on les retrouve partout. Alors, les gens sont certainement curieux de ça, de savoir comment ils vont évoluer. Il y a un attachement du public à ces personnages au-delà de l'attachement à Dionysos. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, en fait, parce que c'était dans des festivals littéraires ou des rencontres libraires où des gens venaient avec plusieurs de mes livres et me disaient « Ah, mais Jack de la mécanique du cœur, c'est bien le même que Giant Jack. C'est ça. Et telle chanson, etc. » Ou Sylvia Snow, effectivement, qui est dans Une sirène à Paris et dans Le guerrier de porcelaine. Et j'avais souvent ces questions-là. Et du coup, un jour, je suis rentré et j'ai commencé à faire des petits synopsis de tout ce qui pouvait se passer entre tous mes livres. D'accord. Et je me suis couché à 9h du matin. Ma compagne m'a dit « Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai dit « Je crois que j'ai une idée. » Et le lendemain, j'ai appelé les copains pour leur dire « J'aimerais faire la bande originale de ça. C'est nos 30 ans. » Évidemment, un best-of, c'est pas du tout dans l'ADN du groupe. Juste, en plus, à l'heure du disque aujourd'hui, faire un best-of avec des chansons qu'on peut retrouver sur Spotify, je vois pas l'intérêt. Donc on va tout revisiter, on va faire le concert qui va avec. Et du coup, c'est cette espèce de petit monde comme ça qu'on propose, qui est ouvert, parce que c'est pas un concept enfermant. C'est-à-dire que c'est pas parce que on n'a pas lu telle histoire ou tel livre qu'on comprend pas la chanson. On peut écouter seulement la chanson 7 de la troisième phase, il y a aucun problème. Mais par contre, si on s'amuse à tout relier, eh bien l'expérience est augmentée, effectivement. J'aime beaucoup cet univers, moi. Je pense que je vais m'éclater à l'écouter. Tu vas te régaler. Et puis c'est très puissant, en fait, parce que c'est à la hauteur de ce désir qu'a Mathias Malzieu, et puis de cette démarche qu'il a eue, qui a été salvatrice pour lui, en plus, parce que il a vécu, finalement, grâce à cet acte artistique, en fait. Tu as survécu, en fait, peut-être. Plein de fois. Alors, je veux pas jouer au poète maudit mais c'est moi qui te le dis. Parce que la joie, l'amour et même les petites choses joyeuses du quotidien qui paraissent infimes me nourrissent énormément. Je n'ai pas seulement besoin d'avoir un drame pour le transformer. Mais dans les moments de drame, à savoir quand j'ai perdu ma mère, effectivement, c'est là que j'ai écrit mon premier roman avec ce personnage de Giant Jack, dont on a entendu la chanson tout à l'heure, et qui est devenu finalement un fil rouge, parce que c'est un personnage qui avait donc 130 ans,
pile 100 ans de plus que moi, et qui n'a pas arrêté de grandir parce qu'il ne mourait pas. Du coup, il est devenu un spécialiste du deuil des gens qui restent. Et avec son ombre trop grande, il en faisait des cataplasmes pour le cœur des gens qui restent. Et c'est grâce à ce personnage que je me suis mis à réécrire des chansons après le décès de ma mère. Ouais. Donc, j'ai toujours... Tout lié comme ça, et ça a été, c'est comme ça que j'ai écrit La mécanique du cœur ensuite. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit, ce personnage, j'ai envie de le garder. Je suis allé, 130 ans plus tôt, je me suis retrouvé au siècle des inventeurs en Écosse, et j'ai raconté une histoire sur la passion amoureuse comme ça. C'est bien parce que ça, j'espère que tous ces discours donnent envie aux gens qui nous écoutent de se mettre à écrire, à lire, à créer en fait. Mais tu cries peut-être aussi, mais tu crées Véronique Jeunesse. Moi j'ai écrit des livres aussi, j'ai écrit 3 livres. Ouais, mais c'était des livres plutôt rigolos, anecdotiques, et des livres un peu autobiographiques, mais, qui décalaient d'une autobiographie. On parlait des personnages avec lesquels on vit finalement quand on les a écrits, mais est-ce que quand on les a interprétés, ils restent autour de soi aussi tout au long de sa vie? Nana de Zola par exemple ou... je dirais non. Moi les personnages, ce qu'on met dedans reste autour de soi, c'est-à-dire que parce qu'on met toujours une part de sa personnalité, donc c'est plutôt sur le moment ce qu'on met de soi qui reste, et les souvenirs et les choses qui se gravent, qui sont jamais ce que les gens voient, parce que moi quand je vois un film, je vois pas le film, je vois le moment qui est affairé au film, c'est-à-dire que je vois ça et je me rappelle tout à coup, c'est un peu comme l'histoire qu'il y a derrière la photo. D'ailleurs un jour j'avais envie de faire un bouquin comme ça, prendre des photos au hasard et puis de dire, et raconter surtout pas la photo mais le moment qui était derrière, qui est arrivé à cette photo, qui est souvent passionnant. Et c'est ça plutôt qu'on vit dans la vie. Moi quand j'ai un personnage, je sors de ton âge, moi je pose, je suis plus du tout le personnage. Il est plus du tout moi là. Je suis pas du tout une intellectuelle de ce métier. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui j'intellectualise bien avant, je travaille énormément, je fouille, je fonde, je sais exactement où je vais, je sais qui est le personnage. Puis une fois que je le sais, une fois que j'écris rien sur un bout de papier, c'est de l'instinct. Moi, je suis à l'instinct. Instinctif. Et le soir, je pense mon costume, je suis plus le personnage. Le lendemain, je viens. Je reprends. J'ai pas besoin de concentration. J'ai pas besoin de s'imagrer autour. Pour moi, la création, elle est là. Elle fait partie de soi. Elle rentre dans soi. Et puis après, on la fait ressortir. Pareil pour toi, Mathias, j'ai envie de dire, la création est forcément instinctive par définition. Bien sûr, et c'est assez beau ce que vous disiez à l'instant. Ça me fait penser à un auteur là que je viens de découvrir qui s'appelle Florent Oiseau, que je vous recommande, et il dit l'arrière-plan est une boîte au trésor. Donc par rapport, c'est-à-dire que bien sûr il y a ce qu'on voit en premier, il y a le premier degré, mais l'arrière-plan ça peut être le deuxième degré, ça peut être la métaphore, ça peut être plein de choses comme ça, et il y a un jeu amusant à aller débusquer le détail, et le détail c'est très important pour revenir à ta question de tout à l'heure. Moi quand justement tu faisais un peu allusion à ça, il me semble, et j'ai répondu un petit peu à côté, mais quand j'étais à l'hôpital pendant 11 semaines pour être greffé par de la moelle osseuse, chaque détail comptait. Le soleil comment est tombé sur la fenêtre, le sourire que j'arrivais à générer chez une infirmière, l'espoir qui n'était pas un espoir vendeur, qui est un espoir du au jour le jour avec mes proches, parce que l'espoir quand tu es gravement malade, si t'en donnes trop, ça peut être comme un vaccin surdosé. Il vaut mieux que le vaccin soit la bonne dose. Si on n'en met pas, on meurt si on n'a pas le vaccin, mais si il est trop dosé, on prend la maladie. Et l'espoir c'est la même chose. Et tout ça, en fait, c'est une quête assez extraordinaire. Et je sais que par exemple moi, faire rire une infirmière, c'était un cadeau quelque chose de merveilleux. Ça devenait extraordinaire. Et je me rappelle d'une fois un peu où j'avais dû être transfusé 3 fois j'étais transfusé 150 fois en tout. J'étais transfusé pour la 4e ou 5e fois dans la journée. C'était juste après la greffe, donc j'avais besoin de transfusion parce que j'avais plus de moelle osseuse pour fabriquer des globules rouges. Et pour la 5e fois de la soirée, elle me demande mon nom et mon groupe sanguin. Parce que c'est légal, elle est obligée de le faire même si elle le connaît. Donc elle me fait nom, prénom, et vous faites c'est quoi le nom de votre groupe? Et moi je dis Dionysos. Et la nana, je savais qu'elle était fan du groupe, elle m'avait fait signer des trucs et tout, et on a pris un fou rire à 2h du matin avec et ça c'est hyper précieux. Et en fait cette même infirmière un peu plus tard, un jour elle vient vers 2h du matin, elle me dit vous avez besoin de quelque chose? Je dis bah oui, je voudrais bien un steak haché frites avec un Coca Zéro. Elle fait bon ça je peux pas, qu'est-ce que vous avez d'autre? Je fais je voudrais des bisous. Ça on peut pas non plus, que j'avais le masque, j'avais interdiction on pouvait même pas me toucher à l'époque, on me touchait qu'avec des gants. Et en fait elle est revenue
elle a mis son rouge à lèvres, elle a embrassé une feuille, elle l'a mis sous plastique parce que j'avais même pas le droit de toucher les feuilles normales. Donc elle a stérilisé le petit plastique qu'on met dans les classeurs là. Et en fait, elle avait embrassé la feuille avec son aide-soignante. J'avais 2 bouches comme ça et elles me l'ont placardé au-dessus de mon lit. C'est tellement touchant. Et ça, ça c'est dans l'Extraordinarium aussi. C'est une histoire que je raconte. Mais et ça, c'est aussi ça en fait, le trésor de l'arrière-plan dont vous parlez tout à l'heure. C'est aussi ça qui est important. Bien sûr qu'on serait des espèces de snobs intellectuels si on ne parlait que de l'arrière-plan et qu'on était que méta et que dans le deuxième truc. Le premier plan, il compte, mais il ne faut pas s'en contenter. C'est ça, jolie phrase. Je suis d'accord. Mais absolument. 100%. Mathias Malzieu est avec nous dans ce Loft Musique aujourd'hui dimanche sur Sud Radio et également Véronique Jeuneste. Nous revenons juste après ça, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. C'est comme une histoire d'amour, voilà. Michel Fugain, Véronique Jeuneste. C'était la présentation de tout à l'heure pour dire que Véronique a finalement chanté aussi. Et voilà. Et elle est sur scène en ce moment dans Révélation. On a tous un jardin secret, Daniel Russo. Véronique Jeunesse, c'est au théâtre de Passy. C'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. À 17h. Et puis nous sommes très drôle, venez rire. On va en reparler également avec Mathias Malzieu pour Dionysos, l'Extraordinarium, avec une foultitude d'invités qui sont les copains de Mathias, les copains de Dionysos depuis le début du chemin, il y a 30 ans. Tout à fait. Et on décline l'univers de Dionysos à travers 7 romans, à travers 10 nouvelles, à travers 3 inédits musicaux sur cet Extraordinarium. Je me risque à le redire une deuxième fois. Extraordinarium. Et puis, alors, à qui on doit le graphisme, ce travail très important dans votre parcours et dans votre esthétique, Mathias? Alors, on a fait un concours de fan art. Ouais. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens qui nous suivent de proposer, on a mis une petite charte, un petit cahier des charges. Ouais. Alors évidemment, je précise, ce n'était pas pour avoir une pochette gratuite. Hein. Le gagnant, le regagnant a été évidemment rémunéré comme un graphiste professionnel. Mais on a travaillé avec des gens incroyables. On a travaillé avec Johan Sfar. Ouais. On a travaillé avec Daria Nelson sur l'avant-dernier. On a travaillé avec Yann Oran, plein de gens extraordinaires. Donc on n'avait absolument pas besoin de faire, parce qu'au début on nous a dit mais c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver, enfin des fois t'as des réactions bizarres, mais ça a été finalement extrêmement joyeux. Et Sébastien Monchal qui a gagné, et on a eu plein d'autres propositions vraiment chouettes, mais la plus excitante était la sienne. Et du coup il est pochette du livre, pochette du disque, et pour la scénographie de la tournée, on va retrouver aussi un petit peu ces bulles de souvenirs et bulles de rêve avec des personnages qui vont apparaître dedans. Donc on l'a vraiment complètement impliqué dans le processus de A à Z. Avec par exemple le Zénith de Paris le 4 avril prochain, puis la tournée à découvrir sur le site officiel de Dionysos. Dis-moi, Véronique Jeunesse, dans Révélation, on est au théâtre de Passy. Finalement, on est raccord entre le lieu et le propos, puisqu'on parle d'une famille plutôt bourgeoise, bien sous tout rapport, a priori tranquille, et qu'on va découvrir que ça n'est pas du tout ça. En tout cas, le lieu, l'unité d'un lieu est raccord avec le scénario. C'était fait exprès, ça, ou non? Pas du tout, non, mais il s'avère que c'est là, ça aurait pu être n'importe où, et ça sera n'importe où quand ça sera en tournée, et puis peut-être qu'on changera de théâtre à un moment, parce que ça marche très fort, donc on verra bien. Mais là, c'est un théâtre formidable. L'intérêt de ce théâtre, c'est que les producteurs sont des gens qui sont très... ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert ce théâtre, et donc et je trouve que la programmation est toujours formidable, et très variée. Ils ont du classique, ils ont de tout, et franchement, ils se débrouillent extrêmement bien, et j'étais très contente de le faire avec eux, parce que depuis 1 an, j'allais souvent là-bas, et quand je voyais Georges Tarot, on se disait, quand est-ce qu'on travaille ensemble? Et là, ça a été l'occasion qu'a fait le larron, et je pense que je vais devenir sociétaire du théâtre de Passy. Non, je rigole, mais j'ai plein d'autres projets là-bas. Non, vraiment, et puis c'est bien parce que c'est pas un théâtre très, très, très grand. Donc il n'y a pas cette... surtout que moi, le théâtre, je fais vraiment pour le plaisir. J'ai plus vraiment besoin c'est pas quelque chose vital, c'est juste vraiment parce que j'ai envie et parce que j'aime. Et je trouve que ce petit cocon comme ça, pas très grand, finalement facile à remplir. Donc c'est très satisfaisant, et on est près des gens, et même le dernier rang, finalement, il vous voit bien. Et c'est un contact tellement chaleureux avec le public. Vraiment, moi, j'adore ça. Alors, on est face à
plusieurs lectures, comme c'est souvent le cas dans n'importe quelle œuvre. En tout cas là, il y a la comédie, voilà, ce comédie de tendresse. Et puis il y a une peinture sociale d'une famille bourgeoise avec des enfants peut-être plus radicaux que ce qu'on imaginait, des parents quelquefois dépassés, quelques fois coincés, puis d'autres fois libérés. Enfin, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça raconte finalement en sous-texte? C'est très actuel, c'est-à-dire que ça raconte ces parents comme ça qui sont d'une génération où finalement les choses étaient beaucoup plus carrées, beaucoup plus simples, voilà, et donc elle c'est pas une révoltée, mais on se rend compte quand même finalement que cette femme elle sort d'un milieu qui n'est pas qu'elle s'est élevée dans la société, mais ça venait d'un milieu beaucoup plus populaire. Pour ça que j'ai pris l'exemple de ma mère. Moi, je me suis énormément inspirée de ma mère pour jouer le personnage. C'est un peu un hommage. Ma mère est partie il y a 2 ans, donc je me suis vraiment beaucoup inspirée d'elle, qui était le vilain petit canard de ça. Ma maman, elle était l'aînée d'une famille de 7 enfants, et j'ai appris quand elle avait 55 ans, puisqu'on faisait les 50 ans de mariage de ma grand-mère. J'ai donc compris un jour quand elle a eu 55 ans que c'était pas la fille de son père. Ah d'accord. Et qu'elle a cherché son père toute sa vie, et donc et ce milieu comme ça qui était, et maman a toujours pensé, comme elle connaissait pas son père, elle a toujours pensé, je pense, que son père était un prince. Qui était passé comme ça et qui avait, voilà, c'était la fille d'un toutes les filles pensent ça de leur père. Ouais, mais non, parce que quand elles ont le père en face et que c'est pas un prince, elles le voient bien que c'est pas un prince. Ah bah même oui, si là, pour ça s'écroule un peu. Tous les papas sont un prince. Mais là, non, elle s'est forgée une sorte d'idée de quelqu'un elle était la fille de quelqu'un. Et elle ne correspondait, c'est vrai, physiquement à aucun des membres de sa famille. Et surtout, elle s'est forgée une éducation de princesse. Elle se tricotait, quand j'étais petite, elle se tricotait des tailleurs Chanel parce qu'on n'avait pas un rond. Et elle voulait, et elle a épousé un médecin, donc elle s'est forgée une sorte de bourgeoisie. On repart sur la force de l'imagination, en fait, hein, voilà, pour survivre quelquefois. C'était une bourge, mais c'était une bourge qui venait de là, qui venait en plus mes grands-parents, mon grand-père était cheminot, ma grand-mère elle élevait ses mômes, c'était des gens géniaux, moi j'adorais être chez eux, mais elle voulait, non, c'était le vilain petit canard quand même. Et alors quel est ce message donc qui apparaît, je le disais tout à l'heure, dans Révélation, ce sous-texte, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit en fait? Non, mais ce sous-texte, c'est un sous-texte sur la tolérance. Parce que finalement, ces parents-là, ils sont juste dépassés. Et c'est un sous-texte sur le fait aussi, sur l'excès, sur les choses excessives. Mais finalement, la tolérance de l'amour. Parce que finalement, la tolérance et la vie ne peut passer que par l'amour. Parce que si on n'a pas d'amour, il ne peut rien avoir autour. Donc je trouve que c'est une très jolie image, assez simple. Mais c'est des enfants qui sont... Alors eux, par contre, ils sont dans l'excès de la jeunesse. Les parents sont dépassés, mais finalement, on se rend compte qu'ils ont un plus lourd passé que finalement ce que les enfants leur proposent. Donc, mais dont ils vont se sortir forcément, puisqu'il y a de l'amour. C'est au théâtre de Passy toute la semaine du mardi au samedi à 21h et les 31 décembre, le dimanche à 17h. C'est ça. On n'a pas répété, mais on est raccord parfaitement. Merci Véronique Jeunesse d'être venue nous voir dans ce Loft Musique. On les a cités tout à l'heure, citons-les, Édouard Collin et Messaline Payet qui campent les enfants de ce couple, Daniel Russo et Véronique Jeunesse. Et pendant les 15 premiers jours, là, il y a donc il y a Jandel qui remplace Daniel pendant 15 jours au théâtre, voilà. Parfait. Formidable aussi. Sur une mise en scène d'Arnaud Lemort. Merci Véronique d'être passée nous voir sur Sud Radio dans le Loft. Et puis Dionysos, Mathias Malzieu était avec nous cet après-midi. Il parraine la 17e édition du Prix Nougaro également dans son actualité. Et puis la belle tournée de Dionysos avec l'Extraordinarium qui est sorti le 3 novembre dernier. Paloma le 13 février, c'est à Nîmes. Grenoble le 14, etc., etc. Le Transborder de Lyon le 6 mars. Et puis n'oubliez pas de noter, vous qui êtes parisien ou pas d'ailleurs, ce joli rendez-vous, cette belle fête qui aura lieu au Zénith de Paris le 4 avril prochain, j'imagine, avec plein d'invités. Oui, on n'a pas toutes les confirmations encore, mais il y en a quand même beaucoup qui nous ont dit oui déjà. Ça promet, mon Mathias. Et l'album de Dionysos et le coffret merveilleux, parce que le mot merveilleux est au centre de l'œuvre de Mathias, qui entoure donc ce 30e anniversaire du groupe Dionysos qui vient de Valence. Merci à tous les deux d'être passés dans le Loft Musique. Merci, bon après-midi sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain. Salut, merci à toute l'équipe, à Enzo Ramos et Maxime à la réalisation. Salut.